Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Pierre Moukoko-Bondjo, chef de l'unité de mise en œuvre des réformes institutionnelles de l'Union africaine. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pierre Moukoko-Bondjo, les réformes institutionnelles doivent permettre de renforcer l'efficacité de l'Union africaine. Il a notamment été recommandé que le programme de l'UA soit axé sur un nombre réduit de domaines prioritaires. Quels ont été les progrès enregistrés jusque-là? D'abord, il faut préciser que dans la vie des hommes comme des organisations, il arrive un moment où il faut s'arrêter, faire le point, évaluer et se projeter vers l'avenir. Donc les domaines prioritaires qui ont été arrêtés, c'est les affaires politiques, la paix et la sécurité, l'intégration économique, y compris la zone de libre-échange africaine continentale, et la représentation globale, le fait que l'Afrique puisse parler le renforcement de la voix mondiale de l'Afrique. Seule voix sur la scène mondiale. Des progrès ont été effectivement faits depuis que le processus a été lancé en juillet 2016. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que sur le plan institutionnel, il a d'abord fallu restructurer l'organe exécutif qui est la Commission de l'Union africaine, qui est chargée de mettre en œuvre les décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement. En novembre 2018, la Commission a été restructurée au niveau de la strate supérieure du leadership. Il y a notamment une réduction du nombre de commissaires. Exactement. La Commission, au moment où nous parlons, est composée de 10 membres, un président, un vice-président, 8 commissaires. La réforme a réduit ce nombre de 10 à 8, donc il y aura un président, un vice-président et 6 commissaires, avec la nouveauté que si le président est un homme, le vice-président sera la vice-présidente une femme et vice-versa. Et inversement, oui. Et avec une parité parfaite, hein, c'est-à-dire aujourd'hui c'est 5 femmes, 5 hommes, demain ce sera 4 femmes, 4 hommes. Donc cette commission a été revue, restructurée, le sommet va tout à l'heure adopter solennellement la nouvelle structure départementale, ce qu'on appelle en bon français le nouvel organigramme de la Commission de l'Union africaine. Et donc cela permettra évidemment d'avoir un organe plus performant. Alors, dans cette optique de performance et puis aussi de réduire le nombre de domaines prioritaires de l'Union africaine, il était question d'une meilleure division justement entre l'Union africaine et puis les communautés économiques régionales. En jeudi matin avait lieu le premier sommet de coordination biannuel entre la Commission de l'Union africaine et les CER. Il avait été décidé d'un plan d'action pour une meilleure complémentarité des entités. Où en est-on dans ce plan ? Oui, parce qu'effectivement, l'Union africaine a des attributions qui sont très larges de par son acte constitutif. Il s'agissait de faire en sorte que le niveau continental se consacre plus précisément à tout ce qui touche à l'élaboration des politiques communes continentales, la coordination, et que les communautés économiques régionales se chargent de la mise en œuvre. Bon, maintenant, il faut bien préciser que l'architecture institutionnelle de l'Union africaine, c'est un peu un bâtiment en 3 étages, contrairement à l'Union européenne, hein, où il y a l'Union européenne et les États membres. Ici, nous avons l'Union africaine et ses États membres, et 8 communautés économiques régionales et leurs États membres. Ça fait 9 organisations internationales distinctes, hein, au plan juridique. Donc, élaborer une division du travail entre ces 3 niveaux de décision, c'est-à-dire le niveau continental, l'Union africaine, le niveau régional, les communautés économiques régionales, et bien sûr les États membres. Ça a été toute une gageure. Alors, qu'est-ce qui a été laissé comme prérogative aux communautés économiques régionales, justement? Non, il n'y a pas à laisser de prérogative. Les communautés économiques régionales ont leur statut, ont leurs traités, qui sont distincts de la Constitution de l'Union africaine. Il a fallu harmoniser les choses, et c'est ce travail qui a été fait. Et lorsque la réunion de coordination dont vous parlez, qui rassemble le bureau de la conférence, les 5 chefs d'État, qui représentent les 5 régions, les chefs d'État en exercice des 8 communautés économiques régionales et la Commission de l'Union africaine, il s'est agi, dans le cadre de la division du travail, selon le principe de subsidiarité, de complémentarité et d'avantages comparatifs, il s'est agi de s'entendre sur
la définition des politiques. Comment on définit les politiques ensemble? Comment on formule les politiques communes ensemble? 2. Comment on les adopte? 3. Comment on les met en œuvre ensemble? 4. Comment on mobilise les ressources ensemble? Donc ce travail a été fait. Maintenant, ce qui reste à faire, et que nous allons finaliser pour le mois de juin, c'est de bien préciser les compétences. Les compétences qui sont au niveau continental, donc l'Union africaine, les compétences assumées par les communautés économiques régionales. Ce sont des compétences distinctes. Il n'y aura plus de chevauchement de domaines de compétences. Il y a ce qu'on appelle, en jargon technique, les compétences dites exclusives. C'est celles qui seront uniquement du niveau continental, celles qui resteront au niveau régional et celles qui seront du domaine de la compétence des États membres. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les compétences partagées. Par exemple, la mobilisation des ressources ne peut pas être simplement d'un niveau. Alors oui, j'aimerais évoquer cette question de la mobilisation des ressources, vous l'avez dit, parce que s'il y a bien une réforme qui est au cœur des préoccupations, c'est celle du financement de l'Union africaine qui a longtemps été dépendante des aides étrangères. Pour mettre fin à cette dépendance et s'autofinancer, une taxe de 0,2% sur les importations avait été instaurée. Est-ce que les États membres ont mis en place cette taxe ? D'abord, il faut bien comprendre le contexte. Nous sommes en juin 2015 au sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud. Les États membres décident, prennent 3 décisions importantes. Pour le budget de fonctionnement de l'Union, que l'Union assure la charge à 100%. Pour le budget de programme, qui dépendait à 96% des partenaires, que l'Union africaine prenne 75%. Et pour le budget consacré aux opérations de paix et de sécurité, que l'Union africaine finance 25%. La taxe de 0,2% sur les importations, au jour d'aujourd'hui, c'est un mécanisme. C'est pour assurer, disons, une sorte de pérennité et de prévisibilité dans le financement de l'Union du fait des arriérés importantes qui ont été constatées au moment où cette réforme a été proposée et adoptée. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 26 États membres qui mettent en œuvre effectivement cette taxe pour pouvoir financer donc leur contribution. 2 choses. Leur contribution statutaire annuelle, ce qu'ils payent pour l'Union en général, et leur contribution au Fonds pour la paix, le fonds chargé des opérations de paix et de sécurité. Au jour d'aujourd'hui, donc, nous avons 26. Alors 26, mais il y avait des États qui étaient réticents à cette taxe, notamment des poids lourds économiques du continent, Afrique du Sud, Angola, Égypte. Est-ce qu'ils ont changé d'avis? Oui, quelques-uns ont changé d'avis. Mais le fond du problème, effectivement, il ne faut pas le confondre. Ces États payent leurs contributions in fine. C'est ça le plus important. Maintenant, il s'agissait de soulager les budgets nationaux et de faire en sorte que le financement de l'Union ne dépende pas des budgets nationaux qui ont d'autres priorités, mais qu'il y ait ces taxes bien spécifiques qui permettent d'assurer la pérennité et la prévisibilité. Au jour d'aujourd'hui, il faut ajouter qu'il y a eu un régime de sanctions qui a été renforcé pour les États membres qui ne paient pas leurs contributions. Les États à payer ces contributions? On ne peut pas, les États sont souverains. On ne peut pas contraindre un État à appliquer un mécanisme de financement de sa contribution au budget. Alors, ce régime de sanctions, quel est son objectif? Le régime de sanctions, c'est pour limiter le nombre, le niveau des arriérés des États membres. Et ce régime de sanctions a été adopté l'année dernière. Et les résultats sont palpables. Aujourd'hui, le taux de contribution, de mobilisation et des contributions qui était de l'ordre de 30-35% selon les années jusqu'à 50%, s'élève aujourd'hui, rendu fin 2019 à 85%. C'est-à-dire qu'on voit que le régime de sanctions joue parce qu'il est très, très, très rigoureux et incite les États membres à payer davantage leurs contributions, surtout dans les délais. Je reviens sur la taxe de 0,2%. Le travail se poursuit pour convaincre un maximum d'États d'adopter ce mécanisme particulier qui est déjà adopté. Il y a des accommodements qui leur ont été proposés d'ailleurs. Qui continuent d'ailleurs. Il faut savoir que, il y a 2 blocs
d'États sur les 5 régions. Il y a 2 régions qui ont ce mécanisme. L'Afrique centrale a ce mécanisme depuis des décennies. L'Afrique de l'Ouest également a ce mécanisme depuis des décennies. Bon, l'Afrique australe ne connaît pas ce mécanisme. L'Afrique du Nord ne le connaît pas, ainsi que l'Afrique de l'Est. Donc, il faut laisser le temps à ces États. La majorité des États, des 26 États, sont des États soit de la CEAC, soit des États de la CEDEAO. Et c'est normal que les États de la SADC, celles de la COMESA, prennent un peu plus de temps. On compte de plus en plus les États de l'Est. Les États d'Afrique australe aussi se disent de plus en plus disposés à le faire. Mais entre-temps, ils continuent à payer leurs contributions. Pierre Moukoko, bonjour. Vous êtes donc chef de l'unité de mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.